Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité. Nos intervenants cette semaine, Michel Taubman, politique internationale. Bonjour. Et i24 News. Bonjour Michel. Ariel Schwab, communicante, directrice adjointe de Harris Paris. Havas Bonjour. Paris, bonjour. Havas Paris, Havas. pardon. Harris, c'est c'est un autre institut de sondage. Nous attendons Alberto Toscano de la presse italienne et Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l'extrême droite. On va parler au menu de l'émission cette semaine, la candidature surprise LR, l'officialisation de la candidature Zemmour, la 5e vague du Covid, et on va commencer avec l'élection de Valérie Pécresse aux primaires LR. Cela s'est fait sans problème. L'espace entre le premier et le deuxième tour a été réduit au minimum. C'est donc une candidature qui a une candidate qui a une équipe autour d'elle et au terme d'un débat qui est considéré comme de bonne tenue. Valérie Pécresse, Jacques Chirac disait d'elle que c'est la première de la classe, Nicolas Sarkozy que c'est une bonne élève, elle passe pour être compétente, courageuse. Est-ce qu'elle est capable de rassembler son camp? Est-ce qu'elle est capable d'aller au-delà des 10% que lui accordaient jusqu'à présent les sondages? On va commencer avec vous, Michel Taubman. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, vous savez, je fais pas de prévision, hein. Mais ce qui est clair, c'est que le Parti des Républicains a réussi son congrès, a réussi ses primaires internes réservées à 140 000 adhérents seulement. Donc rien à voir avec la primaire de 2016 qui avait réuni, je crois, 3 millions de votants. Ils ont réussi leur primaire interne. Ils ont mis sur orbite une candidate qui est une bonne candidate. Hein, elle a les qualités personnelles, elle a l'allure d'une présidente, elle a la tête de l'emploi pour être candidate et pour être présidente de la République. Elle a fait ses preuves comme ministre par le passé, sous Nicolas Sarkozy. Elle est présidente d'une grande région, de la principale région de France. Donc ils ont réussi leur pari de faire un congrès qui finalement efface ce sentiment de déliquescence qu'on avait jusqu'à présent. Maintenant, la présidentielle, c'est une autre paire de manches parce que jusqu'à présent, le meilleur candidat dans les sondages de ce parti, Xavier Bertrand, était crédité de 14% des voix. Donc il est tout à fait possible que dans les jours qui viennent, Valérie Pécresse rattrape son retard et se mette au niveau d'un candidat de ce parti, donc 14%. Et puis après, le reste est très ouvert, hein. Elle sera en 3e ou 4e position. Et il n'y a pas de raison, a priori, que automatiquement le fait d'avoir choisi un candidat permette de régler les deux problèmes de la droite. Sur le plan sociologique, son incapacité à parler aux classes populaires. Et puis sur le plan politique, le fait d'être en tenaille entre, d'une part, le duo Zemmour-Le Pen, et le duo qui est en duel, hein, Zemmour-Le Pen, et puis de l'autre côté, le centre incarné par Emmanuel Macron. Donc on peut lui dire bon courage, Madame Pécresse, vous avez du pain sur la planche. Ariel Schwab. Je suis assez d'accord avec les analyses de Michel. En effet, alors déjà pour revenir sur cette notion de surprise, je trouve ça intéressant parce que c'était une surprise que tout le monde attendait. Ça fait un certain temps d'ailleurs que les primaires ont tendance à faire émerger des profils surprises. Donc une surprise orchestrée d'avance et connue d'avance, c'est un phénomène auquel on s'est relativement habitué. Et d'ailleurs, les discussions qu'il y avait au sein des différents milieux, y compris les votants ou les observateurs, c'était effectivement quel va être le candidat surprise qui va émerger. Bon, ceci étant dit, c'est plutôt un profil effectivement un peu plus rassembleur, donc c'est un choix qui a été fait par les votants LR qui semble être plus tendu vers les élections que tendu vers un message qui serait porté à travers ces élections. Ça, je pense que c'est important. Éric Ciotti, ça aurait été un message pour que certaines idées très très à droite, voire d'extrême droite,
pèse dans la présidentielle. Le choix de Valérie Pécresse, c'est plutôt, comme aurait pu l'être celui de certains autres candidats à la primaire, c'est plutôt un choix pragmatique qui tend vers une possibilité de victoire. Donc, on sent que chez les LR, on est tendu vers l'objectif d'une victoire. Pour autant, effectivement, il va falloir qu'elle soit rassembleuse. C'est ce travail d'équilibriste. Elle commence à le faire là dans ses interviews, en envoyant des messages de tous les côtés de cette tenaille dont vous parliez, Michel. Je ne sais pas exactement comment elle va arriver à marcher droit en envoyant des coups à droite et à gauche en permanence. Alors, on est rejoint par Jean-Yves Camus et par Alberto Toscano. Ah, quelle surprise! Alberto Toscano est arrivé. On ne l'attendait pas. Non, mais il faut maintenant faire des surprises, comme le jour de Noël, quand les enfants sont surpris parce qu'on leur fait des cadeaux. Ceci dit, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Ça serait une surprise-là. C'est dommage. Peut-être Jean-Yves Camus est candidat. C'est dommage parce qu'on se serait marré. Alors, Jean-Yves Camus, alors on est plus sérieux avec vous. Merci. D'abord, est-ce que vous êtes là? Vous êtes en visioconférence. On vérifie que vous êtes avec nous et que vous avez suivi ces premiers échanges. Oui, tout à fait. Absolument. Alors, je suis une menace pour Macron, a dit Valérie Pécresse. Les sondages ne disent pas nécessairement ça, mais est-ce qu'elle a raison de dire, comme elle le fait ce matin dans le JDD, je peux battre Macron? Une fois qu'on a fait la part de ce qu'on appelle le wishful thinking, parce qu'on n'a jamais vu un candidat à la présidentielle dire je serai battu, donc quelque chose qui est assez propre à la droite républicaine, qui est sa capacité, une fois que son candidat est désigné, à d'abord mettre en route la machine électorale dont le parti dispose et qui reste quand même assez imposante, et puis avoir des électeurs qui se rangent derrière le chef. Il y a oui, c'est pas un culte du chef, mais il y a une habitude du chef, une sorte de légitimisme à l'œuvre dans cet électorat qui avait permis en 2017 à François Fillon, malgré tous les déboires qu'il avait connus, malgré les fameuses affaires, de se faire 20%. Donc Valérie Pécresse peut espérer qu'enfin, pour la première fois depuis 2012, depuis le départ de Nicolas Sarkozy, cette droite républicaine trouve en elle un chef qui pose de sérieux problèmes à Emmanuel Macron. Le battre, je n'en mettrai pas ma main au feu, mais du moins mettre un peu de suspense dans cette campagne qui paraissait pliée. Alors, Alberto Toscano, vous avez connu, vous connaissez bien Valérie Pécresse, moins que Michel Barnier, mais vous l'avez connu quand même. Quel est votre sentiment? Là, c'est sous-entendu, commence à nous intriguer. Non, mais Valérie Pécresse est une candidate sérieuse. Et elle peut effectivement avoir un bon score au premier tour. Je la vois mal arriver au second tour. Mais je pense que ces élections doivent être interprétées au premier et au second degré. Les interpréter au second degré signifie regarder les élections législatives. La France n'est pas vraiment une république présidentielle. C'est aussi une république parlementaire. L'Assemblée nationale et la majorité de l'Assemblée nationale peuvent être la vraie surprise de cette double tour, quadruple tour électoral. Et les républicains, avec leur unité retrouvée et avec leur force énorme au niveau local en France, dans la France profonde, dans la France réelle, et dans la France à niveau, je souligne, local, ils peuvent créer la surprise aux élections législatives plus qu'aux élections présidentielles. Et je vous prie de garder ces mots et on va reparler au mois de juin de ce qui sera la véritable surprise de l'année 2021 de la politique française. Oui, oui, Michel. Je dirais que si les élections avaient lieu demain, Emmanuel Macron serait réélu et Valérie Pécresse ne serait pas au second tour. La réalité, c'est que les élections ont lieu dans 4 mois. Et donc, que va-t-il se passer pendant 4 mois entre aujourd'hui et les élections? Il y a la campagne électorale et il y a aussi la vie politique française, la vie économique et sociale, le Covid, tous ces événements. Et donc, la grande inconnue aujourd'hui, on connaît tous les candidats.
la grande inconnue, c'est pas la candidature d'Emmanuel Macron, mais c'est quel sera le positionnement d'Emmanuel Macron et dans quelles conditions politiques abordera-t-il ces élections. Il a l'avantage d'être le sortant, il a l'inconvénient d'être le sortant. Et donc, j'ai l'impression quand même que Valérie Pécresse et beaucoup d'observateurs sous-estiment quand même la solidité d'Emmanuel Macron, la solidité politique, puisque le centre existe en France. C'est pas simplement comme le pense François Hollande, comme le pensent ceux qui ont été battus par Emmanuel Macron, notamment au PS. C'est pas simplement un aventurier qui a fait un hold-up sur l'élection présidentielle de 2017. En tout cas, on saura dans ce 4 mois si le phénomène Macron était un épiphénomène de la politique française et si on reviendra au clivage gauche-droite, ou si ce centre qui aujourd'hui est quand même en train de s'enraciner avec le mouvement Ensemble Citoyen, avec quand même des poids lourds, avec Bayrou, avec Édouard Philippe, avec des gens de droite qui le rallient ou qui sont en train de le rallier, comme Renaud Muselier, comme Estrosi, etc. Donc on saura la solidité d'Emmanuel Macron, et donc c'est peut-être ça l'inconnu des prochains mois, et puis sur quoi il va faire campagne, parce que il ne pourra plus être l'Emmanuel Macron de 2017, il pourra plus incarner le renouveau, il pourra plus incarner la perturbation de faire tournebouler ou turbuler le système, comme on dit. Il devra, un peu comme Mitterrand a réussi à le faire en 1988, et c'est pas facile, faire une mutation, c'est-à-dire Mitterrand avait muté du candidat du socialisme, une idée qui fait son chemin, au candidat de la France unie. Est-ce qu'Emmanuel Macron va être capable, tout en étant sortant, d'incarner un avenir? Et c'est ça, finalement, qui déterminera, je pense, tout le reste. Beaucoup de choses. Ariel Schwab. Beaucoup de choses vont se jouer à la faveur d'un événement, d'une irruption telle les Gilets jaunes, ou d'une gestion dans la continuité ou nouvelle des vagues de Covid, en effet. Donc là, en l'état, la ligne semble tracée pour qu'Emmanuel Macron gagne, et que la France doive gérer ou intégrer un pan d'idées très à droite, très dur, qui vient de la société. Il faut bien le constater. Ariel, je m'excuse, mais c'est la France réelle. Exactement. La France est comme ça. Les Français aujourd'hui ont peur. Ils ne sont pas à droite pour le plaisir d'être à droite. Ils sont la xénophobie, une certaine xénophobie, mais surtout une grande nostalgie, un grand sens de nostalgie, sont le fruit d'un sens de peur que l'opinion publique perçoit. Donc, il ne faut pas condamner a priori. Évidemment, il faut condamner les tendances xénophobes, mais il faut expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière est un phénomène réel qui va vraiment conditionner les élections présidentielles. Et c'est pas à cause des beaux yeux de l'un ou de l'autre candidat. C'est à cause du fait que la société est comme ça. C'est une société aujourd'hui angoissée. Alors, on va parler des angoisses de la société et on va parler de l'extrême droite, mais si on reste un moment sur l'élection donc à la primaire, enfin la candidature Pécresse, quand Ciotti et Pécresse disent tous les deux je veux rassembler la droite, je me tourne vers Jean-Yves Camus, est-ce qu'ils veulent dire la même chose? Parce que l'une lorgne vers l'électorat de Macron et l'autre a l'air de s'adresser plutôt à l'extrême droite. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Alors, les deux ne veulent certainement pas dire exactement la même chose, mais moi, ce que je remarque, c'est qu'Éric Ciotti, dès les résultats tombés, a joué parfaitement le jeu de l'union. Je pense qu'il continuera à le faire. Il y a un meeting qui est prévu à Nice, d'ailleurs, qui va concrétiser cette image d'une campagne commune. Donc, c'est déjà quelque chose d'important pour les Républicains, de voir que le challenger, qui avait une ligne, alors lui, tout à fait différente, qui avait déclaré qu'il voterait Zemmour contre Emmanuel Macron au second tour, qu'il se soit rangé, c'est une excellente chose pour eux. Il n'y a pour l'instant que peu de pertes en ligne. L'annonce hier soir du ralliement à Éric Zemmour, d'une toute petite tendance des Républicains, l'ancien les conservateurs.
conservateur. Donc pour l'instant, les deux lignes concordent. Ensuite, au fur et à mesure des débats de la campagne, et au fur et à mesure que Valérie Pécresse ira à la rencontre des électeurs, on verra si elle rencontre, parmi ceux qui viennent lui parler, des gens, beaucoup de gens qui sont plutôt sur la ligne d'Éric Ciotti, auquel cas ça l'obligera peut-être à ajuster un petit peu le tir dans ses déclarations, mais c'est clair qu'aujourd'hui, elle va plutôt vers les déçus du macronisme, vers ceux qui, à droite, avaient choisi l'actuel président de la République, alors qu'Éric Ciotti incarne un retour aux fondamentaux, qui sont même pas les fondamentaux du gaullisme, un retour aux fondamentaux de la droite conservatrice. Et son score à la primaire dit quand même que c'est une voix qui est entendue, ça n'est pas une voix marginale. Mais le parti les Républicains peuvent faire le lien, certains diraient le grand écart entre la tendance Ciotti et la tendance Pécresse? C'est un grand écart permanent. Il était, me semble-t-il, plus facile quand il y avait véritablement un leader incontesté qui était Nicolas Sarkozy, qui, au fond, arrivait à chapeauter tout le monde dans la maison commune. Il est plus compliqué maintenant. Mais d'une part, les qualités de leader de Valérie Pécresse peuvent se révéler, et puis d'autre part, ils n'ont pas le choix, parce que ce qui serait absolument terrible, c'est si pendant cette campagne, un petit peu comme naguère, quand certains ont choisi Giscard contre Chaban, on voyait s'échapper des élus de LR qui déclarent « non merci, pas pour moi, je choisis Éric Zemmour ». Donc oui, par nécessité, cette union, elle va se faire, puisque Valérie Pécresse promet la victoire. Elle ne peut se faire que si jamais le parti reste uni. Ensuite, sur le plan idéologique, il ne reste pas moins que le problème n'est pas réglé. Il y a toujours un énorme éventail de sensibilités idéologiques qui vont des libéraux que Philippe Juvin représentait lors de la primaire jusqu'à des gens qui sont effectivement des conservateurs nationalistes à la Éric Ciotti. C'est assez compliqué à laisser ensemble. En Allemagne, par exemple, ces gens seraient dans des partis différents. Les uns chez les libéraux, les autres à la CDU et certains à la CSU. Alors, on va passer à vous gardez le micro parce que la déclaration de candidature d'Éric Zemmour n'a pas vraiment convaincu les Français. Du moins, c'est je sais pas si c'est votre avis, c'est en tout cas ce que disent les sondages. Est-ce qu'elle a redonné un souffle à la campagne, Jean-Yves Camus? La déclaration de candidature, non, je ne pense pas. Le meeting d'aujourd'hui, peut-être, selon l'affluence, selon qu'il se déroulera dans le calme, ce que j'espère vivement, selon, évidemment, ce que dira le candidat. Mais cette déclaration de candidature en vidéo, je l'ai trouvée, pour reprendre le mot d'Alberto Toscano, centrée avant tout sur la nostalgie. Or, cette nostalgie, moi qui ai exactement le même âge qu'Éric Zemmour et qui ai vécu à la même époque, celle des 30 Glorieuses, je peux la ressentir. Je peux la ressentir à la fois pour ce qui concerne la situation socio-économique que nos parents avaient alors, et aussi par rapport à une certaine manière d'être, à une certaine manière de vivre qui, somme toute, n'était pas désagréable. Ceci étant, ce que l'on sait, c'est que l'histoire ne repasse jamais les plats. Donc cette période, ce modèle de croissance, ce modèle de distribution des fruits de la croissance, ils ne reviendront pas. On peut toujours faire comme Donald Trump à Pittsburgh et promettre aux ouvriers de la sidérurgie que leurs usines reviendront et leurs machines avec. Aujourd'hui, tout ça n'est pas revenu. Donc, cette nostalgie, si elle est compréhensible, elle doit naturellement être, non pas combattue, mais du moins déconstruite, pour expliquer aux Français qu'il est possible de revenir à un modèle de croissance, que ce ne sera plus le même, qu'il est possible par contre de revenir à un ascenseur républicain qui marche, qu'il est possible de réduire les écarts de richesse, et que oui, il y a effectivement un modèle de vie en France que certains cherchent à abîmer, voire à détruire, et que l'État doit faire preuve vis-à-vis d'eux d'une tolérance zéro. Mais ça ne peut pas être dans la mise en scène d'un hypothétique retour à cette période, par ailleurs assez fantasmée, parce que tout n'était pas
tout n'était pas merveilleux dans cette période, d'un retour à la France des années 60. Alberto Toscano. Tout à fait d'accord. Il y a un paradoxe français aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la France ne va pas du tout mal. Pas mal du tout. Et le chômage est faible. Et la France et l'Europe ont été capables d'aller au-delà d'une crise qui, à une autre époque, aurait eu des effets économiques et sociaux catastrophiques. Donc, il n'y a pas de quoi se plaindre. Et en même temps, il y a ce sens de nostalgie, ce sens de peur, ce sens de crainte par rapport à l'avenir. Et donc, il y a de la confiance à retrouver en France. Et tout ça, c'est la base de l'iceberg Zemmour. La base de la partie cachée de l'iceberg Zemmour, mais aussi de l'iceberg Ciotti, de l'iceberg Marine Le Pen, c'est ce sens de nostalgie, de peur pour l'avenir et tout ça. La partie émergée de l'iceberg Zemmour, c'est Zemmour. C'est-à-dire, c'est un phénomène un peu folklorique, du folklore politique un peu triste, sincèrement un folklore qui ne fait pas rire du tout, triste parce que cette présentation, cette vidéo était triste, un peu sinistre, moi je suis pratiquement le général de Gaulle, pourquoi il n'a pas dit je suis Napoléon déjà qu'il était. Et sincèrement, Jules César et Alexandre le Grand. Sincèrement, la partie émergée de l'iceberg Zemmour, je crois, va passer avec le temps, mais la partie immergée, qui est la plus grande, et celle qui m'inquiète, sincèrement, parce que ça existe dans l'opinion publique française, et pas que dans l'opinion publique française, mais surtout en Europe. En France, cette partie émergée doit être prise très, très au sérieux. Et vous partagez les uns et les autres autour de cette table l'idée de Jean-Yves, à savoir que la campagne l'entrée en campagne, du moins, a été mauvaise, mais il peut se rattraper ce soir à Villepinte. Ariel Schwab. On a l'impression qu'elle a été cohérente sur le fond et un peu décroissante sur la forme, celle de l'entrée en campagne d'Éric Zemmour, parce que il y avait quand même un côté très amateur dans cette vidéo auquel on n'était pas tellement habitué jusqu'ici, parce qu'en fait, il s'était pas vraiment lancé dans l'arène purement politique, et donc son entrée dans l'arène purement politique est un peu en forme de mauvais film tourné, semble-t-il, dans la précipitation, accéléré en tout cas dans le rythme qu'il avait envisagé, sans doute pour effacer la séquence de Marseille, qui était un échec, du doigt d'honneur, qui était quand même pas très honorable, justement, etc. Donc, un début cas pour le personnage stable, grand, posé qu'il a envie d'incarner. On verra ce qui se passera effectivement au Zénith et notamment d'ailleurs les conséquences potentiellement sanitaires. À Villepinte, pardon, et les conséquences sanitaires potentiellement de ce cluster qu'il est en train de créer en cédant au complotisme anti-vax. Mais en tout cas, effectivement, cette vidéo se voulait d'une grandeur à l'image de l'image qu'il veut nous donner de la France passée, et était au fond un peu petit joueur, un peu faite à la main, avec des images dont les droits n'avaient pas été acquis, avec une utilisation d'une musique symbolique, mais qui est une grande musique de la filmographie, utilisée dans le discours d'un roi, par exemple. Beethoven, qui est qui a composé des musiques impériales pour Napoléon III. L'a composé pour Zemmour. Et voilà, exactement. Non, mais c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, il utilise, mais cousus de fil blanc et un peu à la main, des objets qu'il dépasse, des références qu'il dépasse. Et donc, à ce moment-là, dans la vidéo, ça ne prend pas vraiment. Mais bon, voilà, on verra effectivement. C'est-à-dire mélanger Barbara et Beethoven, c'est un peu risqué. Le 4 quarts politique de la semaine avec autour de nos micros Alberto Toscano, Michel Taubin, Jean-Yves Camus, Ariel Schwab. On parlait de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour qui a suscité des critiques. On lui a reproché d'avoir ignoré les droits d'auteur sur les images utilisées dans sa vidéo. Il y a eu aussi l'interview, vous en avez pas encore parlé, sur TF1 avec Gilles Boulot, qui était considéré comme raté pour lui. Est-ce qu'il peut se rattraper ce soir
à Villepinte. Michel Moi, je dirais Taubman. que parmi toutes les réactions des Français, il y en a une dont on n'a pas tenu compte, c'est celle du maréchal Pétain. Et moi, qui observe jour et nuit la tombe du maréchal Pétain à l'Île-Dieu, je l'ai vu tressaillir, frémir, et même le fantôme du maréchal était en colère que Zemmour reprenne les formes et le micro de Radio Londres et du général de Gaulle. Donc là, il y a une contradiction très forte que Éric Zemmour devra surmonter dans les prochaines semaines. Mais blague à part, je pense que il faut pas l'enterrer trop vite, comme il ne fallait pas le couronner trop vite il y a un mois. Et donc, Zemmour est quand même assis sur 15 à 16% d'électeurs, et on a aujourd'hui un duel à 3 pour deux chaises. Ce que je veux dire, c'est que il y avait deux électorats, celui de Fillon et celui de Le Pen, qui avaient environ 20% chacun. Peut-être que cet ensemble fait aujourd'hui 45-46%, mais il n'y a pas de place pour 3. Il ne peut pas être divisé en 3, en tout cas pour accéder au deuxième tour. Et l'enjeu, pour revenir à Valérie Pécresse, l'enjeu des prochaines semaines, ça va être le dépeçage de Zemmour. C'est-à-dire, soit Zemmour se maintient, avec la possibilité surtout et la nécessité d'avoir les parrainages, ce qui va être difficile. Je pense que Marine Le Pen et les Républicains sont aujourd'hui unis dans un combat commun, c'est de faire pression sur les maires pour qu'ils ne donnent pas les parrainages à Éric Zemmour. Et donc là, on va avoir dans les prochaines semaines, je pense plutôt, de la part de Valérie Pécresse, la nécessité pour assurer le premier tour, de lorgner sur la droite. Il va falloir absolument pour ces deux candidats, Le Pen et Pécresse, il va falloir faire dégonfler et même détruire Zemmour en tant que candidat crédible. C'est-à-dire que s'il arrive à 5-6%, s'il est réduit à Dupont-Aignan, ça peut aller, mais ils ne peuvent pas se permettre d'avoir entre L2 c'est Éric Zemmour, même à 12 ou 13%. Et donc c'est ça l'enjeu des prochaines semaines. Et franchement, dans une compétition, ce qui compte, c'est pas simplement votre force, mais c'est aussi la faiblesse des autres, c'est aussi les erreurs des autres. Et donc le succès de Zemmour, le succès de Pécresse et même le succès de Le Pen, qui semble quand même plus assuré de son créneau, ben ça dépendra aussi des erreurs des autres. Alors Jean-Yves Camus, vous qui êtes un des meilleurs spécialistes de l'extrême droite, les parrainages, ça paraît compliqué pour Zemmour, mais est-ce que ça devient pas difficile à séduire de plus en plus, et pour tout le monde, au-delà de Zemmour? Alors il y a effectivement une course au parrainage qui est de plus en plus difficile pour tout le monde. D'ailleurs, même Marine Le Pen avait eu par le passé des sueurs froides dans la récolte des parrainages. Sur nos 36 000 maires, une immense majorité sont des maires sans étiquette, de petites communes, élus sur des listes d'intérêt local, et qui finalement ont un horizon qui, j'allais dire fort heureusement, est celui de leur village, et parfois, souvent même de la survie de leur village. Les grands enjeux de politique nationale ne les intéressent finalement pas tant que ça, puisqu'ils sont en permanence obligés de négocier avec les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, pour assurer l'ordinaire. Donc ça va être une course relativement compliquée pour Éric Zemmour, qui fait une campagne, je dirais pas à l'économie, mais qui en tout cas fait une campagne avec naturellement des finances, un staff, en tout cas pour l'instant, qui n'est pas l'équivalent de celui des grosses machines partisanes et notamment de la machine partisane de LR. Ceci étant, je pense qu'il peut les avoir, ces signatures, et qu'effectivement, si jamais chute il y a, elle sera la somme de ses fautes personnelles, de ses erreurs personnelles, sachant qu'il est dans une logique, y compris dans une logique électorale où pour séduire, il me semble davantage obligé d'aller toujours plus loin dans la transgression du politiquement correct qu'obligé de redevenir un candidat normal, puisque ça n'est pas pour ça que ceux qui se déclarent pour lui l'ont choisi. Vous dites une petite campagne, c'est pas l'impression qu'on a quand on lit dans Le Monde. Il y avait hier un grand portrait de la personne qui lui organise ses campagnes, et ça a l'air d'être plutôt la grosse machine avec arrivée en toboggan. Je veux dire, c'est une grosse affaire. C'est pas du tout une mince affaire.
qui Non, mais veut... quand vous qui veut l'arrivée réagir. de- on nous promet l'arrivée de Johnny Attendez, on Hallyday va aux Zénith, on c'est va ça entendre Jean-Yves là-dessus. Oui, Jean-Yves. Quand vous mettez en comparaison avec la campagne des très grands appareils politiques, avec les fonds qu'à la fois Emmanuel Macron et Valérie Pécresse vont être capables de lever, avec le nombre de relais que constituent dans le pays, ça a été dit tout à l'heure, les élus locaux, les permanences qui existent déjà sur le terrain, les collaborateurs d'élus qui sont sur le terrain en permanence, ça reste quand même, allez, on va dire, une grosse campagne de petits candidats. Une grosse campagne de petits candidats, Alberto Toscano. Oui, c'est vrai. En même temps, je crois que si Zemmour veut avoir les signatures, il les aura. Peut-être qu'il voudra vraiment pas les avoir pour avoir une voie de sortie de la situation où il s'est mis, mais qui sera une situation très dure, avec plein de surprises d'ici aux élections, parce que la campagne électorale n'est pas vraiment commencée. Et on verra en janvier, en février, tout ce qui se passera. Quand la campagne électorale entrera dans ce moment le plus dur, on se souvient que pour Fillon, les révélations sont venues plus tard. Cette campagne électorale au mois de février, je crois, sera très très tendue. Ceci dit, je le répète, je crois que si Zemmour veut vraiment participer jusqu'au bout à cette bataille, il n'aura pas trop de problèmes à avoir les signatures. Encore faut-il voir si les Français seront, dans quelle mesure ils seront pas impassibles à sa propagande. D'ailleurs, il a bien fait de choisir le slogan impassible, c'est pas français. Michel Thoman. Plus réservé sur les signatures, parce qu'il faut 500 signatures dans 30 départements différents. C'est-à-dire, il suffit pas d'avoir un endroit, quelques départements, vous avez des maires qui sont sympathisants, ou des élus qui sont sympathisants. Et puis, Marine Le Pen, l'autre jour, disait que le potentiel, d'après elle, et elle connaît mieux le terrain que la question que nous, puisqu'elle s'y heurtait, et Jean-Yves Camus le disait que tout à l'heure, elle a eu du mal à avoir ses signatures, Mélenchon a eu du mal à avoir ses signatures, alors qu'il avait le soutien du Parti communiste. Marine Le Pen disait qu'il y a environ 1500 élus qui peuvent potentiellement donner leur signature à des candidats de ce qu'elle appelle la droite nationale. Donc Zemmour, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot. Alors même si Asselineau, Philippot ont peu de chance d'avoir les 500 signatures, si chacun en préempte 100 ou 50 ou 80, ça fait moins pour les autres. Donc ça ne sera pas évident. Et c'est quand même Zemmour qui est le maillon faible du point de vue de son ancrage et de son soutien et du soutien dont il peut disposer parmi des élus locaux. Et je pense que les autres ne lui feront pas de cadeau. En tout cas, Marine Le Pen n'a pas intérêt à ce qu'il soit candidat et Valérie Pécresse non plus. Et je dis, pour conclure, parce que sur cette question, pour revenir à Valérie Pécresse, je pense qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse, son adversaire, ce n'est pas Emmanuel Macron. On est dans une logique de premier tour. Son problème pour Valérie Pécresse, c'est d'arriver au deuxième tour. Et pour ça, il faut qu'elle se tourne vers la droite et il faut qu'elle se tourne vers les électeurs de Zemmour. Et c'est pas, on n'est pas dans, il faut pas qu'elle fasse l'erreur qu'elle a fait Jospin ou d'autres de viser le deuxième tour avant le premier tour. Surtout que le premier tour est loin d'être acquis pour elle. Deux questions, et je voudrais qu'on fasse un tour de table là-dessus. La première, c'est, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Ariel, la cinquième vague prend une grande ampleur en France et s'invite dans la pré-campagne. Le pic de cette vague est attendu pour la fin de l'année. Et il y aura demain un conseil de défense où Jean Castex va annoncer de nouvelles mesures. Ma première question est la suivante. Est-ce que le meeting de ce soir à Villepinte ne risque pas d'être le premier grand meeting de la campagne et le dernier grand meeting de la campagne? Et ma deuxième question, c'est l'ombre de l'abstention électorale, c'est ce que disait aussi Le Monde, plane sur le scrutin présidentiel de 2022. Est-ce qu'il y aura, est-ce que chacun des candidats va pas devoir se coltiner avec les abstentionnistes? Ariel Schwab.
En fait, c'est une vraie question de toute façon, comment chacun des candidats va se positionner par rapport à la réalité. Parce que c'est vrai que pour le moment, Zemmour était l'incarnation de cette dynamique-là, dans une projection fantasmée de la France, fantasmée des élections et de la manière dont elles vont se dérouler, fantasmée de la mécanique électorale, etc. Et donc, par exemple, c'est assez emblématique de voir que dans la vidéo d'Éric Zemmour, il n'y a pas de projet, pas d'éléments de la réalité d'aujourd'hui. La mention du climat n'est à aucun moment de mise, et même, disons que ça, à la rigueur, ça fait partie de sa stratégie électorale, mais même la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui n'est même pas un sujet. Donc, et de fait, il poursuit cette espèce de logique éthérée qui est censée survoler tous les problèmes d'aujourd'hui et le petit quotidien et les petits sujets matériels comme la crise sanitaire. Et il survole aussi dans l'organisation de son meeting de ce soir en officialisant le fait de faire, c'est complètement à contre-réalité, l'organisation de son meeting ce soir. Donc, en effet, déjà, ça raconte quand même son rapport au réel, son rapport au projet, son rapport à la capacité de leadership concret. Sur la question de ce qui va pouvoir se passer très concrètement en termes de déroulement de la campagne pour tout le monde, on va tous écouter attentivement ce qui va sortir du Conseil de défense et les candidats les premiers, mais en effet, il est tout à fait possible, et d'ailleurs Valérie Pécresse commence à le dessiner, à ce que tout le monde doive réduire ses ambitions organisationnelles, et donc cette campagne sera, de ce point de vue-là, très très nouvelle et déstabilisante. Elle pourra peut-être, bien que les questions d'organisation soient quand même pas les premiers éléments à jouer dans la décision, elle pourra peut-être influer aussi et faire partie de ce faisceau d'éléments de surprise dont on parlait au tout début de ce 4/4, qui pourrait faire émerger d'autres types de profils qui comptaient moins sur le classique des campagnes. Avec une possibilité aussi de voter sous passe sanitaire, Jean-Yves Camus. Toutes les possibilités sont ouvertes. Moi, je ne souhaite pas rentrer dans ce débat parce que contrairement à tous ceux qui, à longueur de temps, jouent à l'épidémiologiste sur les plateaux, je ne le suis pas et je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passera. On peut avoir effectivement une élection sous tension, même si personne ne le souhaite. Si on a, et ça c'est la seule chose que je suis en capacité de dire, une organisation traditionnelle de campagne électorale, autrement dit des meetings, qui sont à jauge réduite. La campagne se transférera sur d'autres instruments, notamment sur l'instrument réseaux sociaux, et ça, sociologiquement, des conséquences. Ces conséquences, elles me paraissent pas nécessairement aller dans le sens, par exemple, d'un Éric Zemmour, de l'électorat plutôt bourgeois, plutôt des fillonistes de 2017 qui lorgnent sur Zemmour aujourd'hui. C'est pas non plus nécessairement une excellente nouvelle pour Marine Le Pen, qui elle aussi est sur un mode plutôt traditionnel d'organisation de ses campagnes. Donc, moi, ce que je regarderai véritablement, c'est les effets sociologiques des mesures qui seront éventuellement prises pour limiter la jauge du meeting. Maintenant, c'est pas la même chose de faire un meeting sans obligation de passe sanitaire, ce qui semble être le cas du meeting d'Éric Zemmour ce soir, et de faire un meeting où tout le monde, effectivement, a son schéma vaccinal complet. Donc, il est aussi possible qu'on reste quand même dans une configuration assez habituelle, où simplement l'obligation de présenter son passe soit de mise, ce qui en soi est une solution raisonnable. Michel Domin. Je crois que ce sera un élément important de la campagne et du résultat des élections, c'est qu'il appartient au pouvoir en place de concilier la lutte contre le coronavirus, contre le Covid, et le maintien des conditions normales d'exercice de la démocratie. La question s'est posée en Israël avant les élections du 23 mars. Jusqu'à début mars, les frontières étaient fermées. Pour des raisons sanitaires. Et ça veut dire que des centaines de milliers d'Israéliens qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas rentrer voter. Et la question s'est posée, ça a été une question politique importante. L'opposition de l'époque a fait pression sur le gouvernement Netanyahou pour qu'on ouvre les frontières, y compris au détriment de risques sanitaires qui pouvaient exister. Mais on ne peut pas empêcher, on peut empêcher des gens d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, parce qu'ils n'ont pas de sanitaire, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais il faudra trouver le moyen de permettre à tous les Français, y compris au pire des anti-vax, de pouvoir aller voter.
Alors ça peut être par correspondance, je ne sais pas, mais en tout cas, ça revient. Si le pouvoir politique n'était pas capable, ou s'il pouvait être pris en défaut, ou soumis à l'accusation d'avoir restreint la possibilité de voter, ne serait-ce que pour une minorité de Français, ce serait quelque chose qui, je pense, lui serait préjudiciable. Par ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du vaccin obligatoire se pose au niveau de l'Union européenne, et elle va se poser, je pense, de plus en plus en France aussi, voilà. Alberto. Sans être moi non plus épidémiologiste, je constate qu'il y a 50 000 contagions par jour aujourd'hui en France. Et je suis donc très étonné du fait que le meeting d'aujourd'hui de M. Zemmour a été autorisé, parce que c'est manifestement un facteur de danger sanitaire pour la population. Ceci dit, je trouve évident que cette campagne électorale ne pourra pas, sauf grande surprise, être une campagne normale sur le terrain des grands meetings, mais ceci dit, déjà les précédentes ont été axées sur la télévision et sur les radios, dont de ce point de vue-là, malgré le Covid, je ne crois pas que la différence sera vraiment énorme, dans le sens que sera une campagne électorale de télévision, de radio et de réseaux sociaux, mais surtout de télé. Et de Radio J. Et des Radio J. Et des Radio J, et on est là pour ça, pour contribuer à cette vague radio en France. Et pour la deuxième question que Shlomo Malka a posée sur la participation, je crois que la participation sera assez forte au premier tour. Je doute qu'elle soit encore forte au second tour, dans l'hypothèse d'un duel Macron-Le Pen, parce que il est fort possible qu'une partie de l'opinion publique, surtout de gauche, cette fois, n'aille pas aux urnes dans le cas d'un duel Macron-Le Pen. Alors, comme l'actualité de la semaine ne se résume pas à la campagne électorale, on est quand même un peu loin encore, je vais vous demander de faire un tour de table sur deux choses qui se sont passées cette semaine. Et puis vous enchaînerez aussi, puisqu'on a un peu de temps, avec votre coup de cœur. La première chose, c'est l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. La deuxième... Mais quelle entrée, s'il n'y avait pas de corps? L'entrée de l'esprit. Ce qui compte, c'est l'esprit. Non, mais sincèrement, là, il y a un problème. Hein? Oui. L'entrée symbolique. Mais symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est le Panthéon? C'est un cimetière du symbolique. Non, mais là, je trouve qu'il y a un problème. Là, il y a eu une mise en scène. Vous remettez pas en cause parce que ça fait consensus quand même. Je mets pas en cause le personnage merveilleux de Joséphine Baker, qui méritait un panthéon seulement pour elle. Mais quand même, qu'est-ce que c'est cette histoire de faire un enterrement sans le corps? Je trouve en tout cas, il y a eu un bel hommage du président de la République. Il y a une chanson de Boris Vian, et un beau discours très consensuel, finalement. Vous connaissez pas la chanson de Boris Vian? Alors, on fait un meeting, on fait un discours, on fait une émission de télé. Mais là, c'était mettre un corps dans un lieu sans avoir le corps. C'est un peu bizarre. Vous devez Alberto, je vous conseille d'écouter la chanson de Boris Vian qui était prémonitoire. Arthur, où t'as mis le corps avait disparu, voilà. Mais c'est l'esprit qui compte, mais c'est vrai que l'esprit... C'était un moment autour de l'âme de Joséphine Baker, ce qu'elle représente pour la France, ce dont on hérite. Alors, c'est une autre chose. Le corps n'a pas été autorisé à être installé là. Donc, il y a quand même un problème. Admettez-le. Oui, on entre dans l'ère de la digitalisation. Je pense que ça sera une des questions. C'est une question qui passionnera les électeurs. Mais Macron va peut-être perdre les élections à cause de ça, parce que ça va passionner les électeurs, cette question. Oui, alors une autre question. Les élections à cause de ça, peut-être qu'il fait ça aussi pour les gagner. Disons qu'il y a de quoi, il y a matière à réfléchir. Hein? Une autre question, c'est le voyage, mais alors je vous demande en style télégraphique vraiment, le voyage au Proche-Orient, de la tournée au Proche-Orient d'Emmanuel Macron, Michel Taubman.
Deux choses par Et vous enchaînez sur le coup de cœur, s'il vous plaît. Je vais aller. Emmanuel Macron, c'est important, a dit hier, et c'est aussi la position américaine, qu'il faut maintenant inclure Israël dans les négociations et les pays du Golfe dans les négociations avec l'Iran. Autre chose importante, et ce sera mon coup de cœur. Mon coup de cœur sera pour Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, qui cette semaine a lancé un appel aux Israéliens et aux Palestiniens pour reprendre les négociations de paix. Et en disant, je suis bien placé pour le faire, car je suis ami avec les uns et avec les autres. Et on a aujourd'hui un contexte très nouveau qui découle des accords d'Abraham, aussi bien pour la visite de Macron au Moyen-Orient que pour cette déclaration du roi Mohamed VI et pour le conflit israélo-palestinien. C'est qu'on a considéré, notamment les partisans des Palestiniens, ont considéré que les accords d'Abraham étaient des accords qui étaient dirigés contre les Palestiniens parce que les pays arabes qui les signaient et ceux qui signaient la normalisation comme le Maroc refusaient de mettre comme préalable à la réconciliation avec l'Israël ou à la normalisation cette question du conflit israélo-palestinien. Mais le roi du Maroc réintroduit aujourd'hui cette question de manière nouvelle, dans le cadre d'une relation apaisée entre Israël et les pays arabes. Et je crois que c'est extrêmement intéressant de le souligner. Jean-Yves Camus. Un coup de cœur, je ne sais pas, un rappel historique, tiens, pour terminer. Le meeting d'Éric Zemmour va se tenir ce soir, le jour anniversaire de la mort de celui qui est, à mon avis, son maître, on ne l'a pas suffisamment rappelé, Maurice Barrès, décédé le 4 décembre 1923, et qui avait écrit une trilogie qui s'appelait Le roman de l'énergie nationale, où déjà il expliquait que l'énergie française était en train de mourir d'anémie. Eh bien voilà, on n'a pas, presque un siècle après, une portion de la droite n'a pas beaucoup bougé de ce schéma-là. Ariel Schwab. Simplement dire que ce qui se joue aussi en ce moment dans le rapport à la France et dans la visite d'Emmanuel Macron, c'est le retour à une réhabilitation sur le volet militaire de la puissance française. Donc c'est évidemment une étape qui s'inscrit dans une négociation de longue durée, notamment sur la vente des Rafales, mais c'est quand même une manière de reprendre du poids sur le volet militaire après la claque récente d'il y a quelques semaines. Et donc, c'est quand même important. Ça s'inscrit, comme tout ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous le disiez, dans le cadre de la campagne aussi, mais ça fait aussi du bien à la grandeur de la France, et peut-être quand même que la gloire de la France n'est pas seulement passée et n'a pas seulement besoin de revenir à l'agriculture ancestrale ou à des discours de Gaulle. Alors, on a une minute. Retrouver sa place. Votre coup de cœur. Retour au pays natal d'Aimé Césaire. Je vous invite, si vous avez le temps, à lire ce tout petit livre poétique qui raconte la réhabilitation de l'esclave noir. C'est absolument magnifique. Et quand on parle des autres affiliations et d'un autre rapport à l'histoire de notre France, ça fait du bien. Pour effacer tous les doutes sur le fait que moi j'ai critiqué une opération de communication et pas un personnage, mon coup de cœur est pour Joséphine Baker. Très bien, vous vous en sortez bien. Et moi, si vous me permettez, mon coup de cœur est pour une exposition qui s'appelle Juifs en Orient à Lima et qui est tout simplement très bien faite. Voilà, c'était le 4 quarts politique de la semaine. Merci à Alberto Toscano, à Michel Taubman, à Ariel Schwab et à Jean-Yves Camus. Bon dimanche à tous.